Bien, bonsoir à tous. C'est toute l'équipe de la médiathèque, encore une fois, qui est ravie de vous accueillir ce soir au Centre des Arts. Merci à l'équipe de Centre des Arts de nous accueillir. Voilà, je suis ravie que monsieur Marcel Ruffo ait accepté notre invitation. On a refusé des gens, il y a encore quelques places, mais Enghien est ravi de vous accueillir, monsieur Ruffo. Merci beaucoup. Anne Carrière, votre éditrice, nous fait le plaisir d'être là aussi ce soir. Et merci à Angela Assouline qui permet cette médiation culturelle et nous offre de bons moments avec des auteurs de renom. Voilà, vous dire que Pierre-Édouard Peillon, qui est là encore et qui était là à l'automne pour animer ces conférences, il est là, fidèle. Il anime des rencontres et des débats dans le domaine littéraire et cinématographique également, journaliste et critique. Il écrit dans le Nouveau Magazine littéraire, styliste, et collabore aussi à d'autres titres comme Marianne Criticat. Merci beaucoup, Pierre-Édouard, d'être là à nos côtés. Juste un petit mot, et puis bien évidemment, Pierre-Édouard présentera Monsieur Ruffo. Un petit mot d'accueil pour rappeler, même si tout le monde vous connaît, que vous êtes pédopsychiatre, neuropédiatre aussi, si je me trompe, vous me le dites, professeur d'université, praticien hospitalier, honoraire et écrivain, auteur de nombreux ouvrages consacrés à la prime enfance et à l'adolescence. Vous avez exercé dans différents hôpitaux de Marseille ainsi qu'à l'hôpital Cochin à Paris. Vous avez créé l'espace méditerranéen de l'adolescence à l'hôpital Salvatore à Marseille. Nous ne comptons plus vos titres hospitaliers et vos titres scientifiques. Vous intervenez ce soir sur ce thème « Qui commande ici ? Plaidoyer pour une nouvelle démocratie familiale » en lien avec donc votre dernier ouvrage paru aux éditions Anne Lacarrière, co-écrit avec le professeur Philippe Duverger. Le titre du livre, il est là, Qui commande ici ? Conseil aux parents d'enfants tyrans. Donc tous deux, vous êtes professeurs, vous appartenez à deux générations de pédopsychiatres et vous vous êtes conjointement intéressés à cette question de l'évolution de la situation d'éducation qui, selon vous, diffère largement de celle des années 60 et 80. Voilà, on est ravis de faire le point avec vous à ce sujet. Beaucoup de livres, j'en cite quelques-uns à votre actif. Oedipe toi-même, consultation d'un pédopsychiatre, paru en 2009. Détache-moi, se séparer pour grandir, en 2009. Élever bébé, élever votre enfant, tu réussiras mieux que moi. Crainte et désir d'école. Et puis aussi votre dictionnaire amoureux de l'enfance et de l'adolescence, paru en 2017. Voilà, donc pour décrire le moment à passer ensemble, vous pourrez parler 45 minutes, un peu plus si vous le souhaitez. On a Enghien un public curieux, ravi de vous accueillir, donc il y aura des questions. On essaiera de ne pas faire plus d'une demi-heure de questions. Et puis ensuite la dédicace, donc ça va être sportif pour vous, Monsieur Ruffo. Merci infiniment, je vous souhaite à tous de passer un très bon moment. Merci beaucoup. Merci. Bien, merci beaucoup Françoise, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup professeur Ruffo d'être avec nous ce soir. Alors je propose qu'on saute directement donc, dans le vif du sujet avec votre livre, et en même temps ça permettra d'éclairer quand même un point qui me semble être important dans tous vos livres, dans toutes les questions que vous avez menées. C'est-à-dire que dans Qui commande ici, la grande question, ça va être celle de l'autorité. L'autorité, et vous portez un regard qui est assez paradoxal en fait sur l'autorité, c'est-à-dire que plutôt que de l'avoir comme un contrôle, comme une sévérité ou une poigne, vous estimez que la véritable autorité, elle ne s'exprime pas uniquement dans la contrainte. Je vous cite dans le livre, vous dites que l'autorité, c'est aussi ce qui autorise l'enfant à s'éloigner, à s'émanciper, à faire son chemin. Et vous dites même un peu plus loin que le pouvoir vient quand l'autorité a échoué. Donc est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y aurait peut-être une confusion justement entre autorité et pouvoir en fait? Oui, non. Bonsoir à tout le monde. C'est vrai que autorité, c'est la racine d'autoriser en fait.
Et il faut faire attention à ne pas confondre le côté autoritaire un peu dur, quoi, qui ne comprendrait pas que finalement, parfois, l'opposition est une souffrance. On le voit bien avec les mouvements sociaux actuellement en France. Hein. On voit bien que le choix entre l'autorité et la compréhension est vraiment un dilemme, quoi, dont on ne sort pas, quoi. Puisqu'il y a souffrance, on est d'accord, tout le monde le dit, la majorité des Français comprennent ça. Et puis il y a comment réagir de manière autoritaire tout en acceptant la notion de souffrance. Et donc on peut dire que finalement au sein des familles, il risque d'y avoir un effet gilet jaune, quoi. Un effet notamment à l'adolescence. Notamment à l'adolescence, où finalement le doute de soi, le doute d'être quelqu'un qui est en construction et qui n'est plus l'enfant idéalisé, le plus beau, le plus fort, avec le papa très fort, la maman idéale. Ils sont moyens, ces parents, finalement. Je me rends compte que mon père un peu pénible et ma mère un peu excitée, quoi. Et moi, qui suis-je, quoi? Et donc, dans tout ça, il y a ce doute qui traîne l'adolescent. Et à ce moment-là, il y a des choses qui apparaissent dans l'autorité. J'étais hier soir dans une réunion passionnante avec 3 ados, enfin un adulte jeune, 19 ans, une gosse de 18 ans et une jeune fille de 15 ans, qui parlaient de leur addiction aux jeux vidéo devant des parents, des grands-parents et des soignants. Et tous les 3 se sont mis à dire on a exagéré. On a truqué, on a rouvert notre téléphone alors que c'était interdit, on a trouvé le code parental qu'on a déjoué. Ils sont vachement plus forts que les adultes là-dessus. Et puis on a compris, on a changé, mais en même temps, donc en pleine actualité macronienne, en même temps, on a fait des progrès absolus en anglais, on est bilingues tous les 3. Et puis maintenant, on va en faire notre métier de cette communication actuelle sur l'informatique. Alors c'était passionnant parce que dans la salle, il y avait des réactions. Notamment une maman qui se met à dire « Ah oui, mais je ne supporte pas que ma fille, quand elle arrive, elle ait son portable et puis elle se mette à tapoter pendant que moi, on est là au niveau du repas. » Je dis « Mais madame, c'est passionnant ce que vous dites le soir au niveau du repas. C'est vraiment génial, tous les repas de famille. » Enfin, vraiment, la vie de la famille se résume à qu'est-ce que tu as fait à l'école, tu as eu de bonnes notes, tu as fini ton travail, parce que c'est quoi un repas de famille? Et donc si elle fuit, c'est qu'elle a envie de s'autonomiser, de devenir, elle, quelqu'un d'autonome dans le monde, de libre, une notion de liberté. Et est-ce que les parents sont prêts à libérer les enfants dans leur destinée, sachant que les parents d'aujourd'hui ont fait d'extraordinaires progrès. La preuve, c'est qu'ils consultent des pédopsychiatres. C'est un progrès évident. Quand les parents actuels viennent voir un pédopsychiatre, ça n'a plus rien à voir avec au début de ma carrière. Quand j'ai commencé ce métier génial, j'avais 4% de consultations spontanées. Les patients me venaient des pédiatres, des enseignants, des travailleurs sociaux. Maintenant, je suis à 75% de consultations spontanées. C'est-à-dire les parents mettent un tiers dans la relation entre leur enfant et vous. C'est fabuleux. C'est un progrès démocratique incroyable. Et cette démocratie familiale a ses limites. Et les limites, ce sont aussi deux notions fondamentales qu'il faut bien comprendre. Les parents d'aujourd'hui veulent séduire leur enfant. C'est drôle de vouloir séduire son enfant. On n'est pas là pour plaire à son enfant, on est là pour être son parent, quoi. Et au contraire, que finalement, il accepte nos défauts, quoi. Mais nous, non, on veut les séduire. Et deuxième notion, alors ahurissante, on veut que nos enfants soient heureux. Mais leur bonheur ne nous concerne pas, quoi. On ne peut pas maîtriser la destinée, les rencontres, etc. Et donc, on est dans un double piège. Des enfants qui essayent de s'écarter, notamment à l'adolescence, qui est un phénomène fondamental. Les copains comptent plus que les enfants, et c'est à l'adolescence, je dis toujours, les parents de mon pote sont drôlement plus sympas que toi. Tu prends un coup de vieux. Tu croyais que c'était un père exemplaire, et d'un coup, tu t'aperçois qu'il y a un père mieux, quoi. Donc c'est déjà une notion qu'il faut se digérer. Quant à la maman, oh, toi, tu es pénible, tu me téléphones 57 fois par jour sur mon téléphone, et tu dis qu'il ne faut pas que je joue avec ma tablette. Non.
Donc il y a des incohérences. Et à ce niveau-là, l'enfant tyran, c'est peut-être un titre un peu dur. L'enfant qui tyrannise exprime en fait une souffrance. Comment? Si je suis pénible, si je te casse les pieds, c'est que je veux un surcroît de relation avec toi de manière négative. Sachant que échouer, c'est plus facile que réussir. Hein. Échouer, c'est drôlement facile. T'échoues, etc. Réussir, c'est plus compliqué. Ça demande de la volonté, de la souffrance, du travail, de l'acceptation, de l'autocritique. Exactement ce qu'ils ne sont pas à l'adolescence. Et pourtant dans le tiers, dans l'histoire de mettre un tiers, j'ai demandé à Philippe Duverger, donc, qui est, à mon avis, le pédopsychiatre qui va amener la pédopsychiatrie dans les 10 ans qui viennent à un stade de réflexion plus élaboré que celle où on l'a amené. Donc, c'est vraiment une question de transmission, de dire à toi de jouer, Philippe, et amène notre discipline plus loin que ce qu'on a pu la porter, quoi. Donc je me suis dit, est-ce que je suis devenu un pédopsychiatre grincheux, quoi? Est-ce que je vieillis mal, tu vois? Je dis, ils sont casse-pieds, ils sont pénibles, etc. Ou alors, est-ce que tu rencontres, Philippe, les mêmes choses? Et donc Philippe m'a répondu, effectivement, je vois de plus en plus d'enfants opposants, d'enfants difficiles, d'enfants qui prennent le pouvoir dans la famille, mais c'est un pouvoir de tyran et un pouvoir qui échoue. Le tyran, finalement, il n'y a pas de belle carrière de tyran, hein, dans l'histoire du monde, quoi. Et donc, lorsque votre enfant est en situation de vous maîtriser, d'imposer sa volonté, il est en souffrance, quoi. Et c'est ça la clé par rapport à d'autres perspectives plus comportementalistes. Quand un enfant est tyran, voilà ce qu'il faut faire. Ça, c'est cuculapraline, tu vois. S'il suffisait de lire 3 préceptes pour savoir comment ne plus être tyran, alors ça ne sert à rien. Ça sert à rien de réfléchir, quoi. Non, non. C'est pas ça la question. C'est en quoi un enfant qui émet des positions négatives exprime en fait une souffrance pour affirmer quelque chose de différent, quoi. Alors là, tout à l'heure, vous parliez des parents qui essayent de séduire leurs enfants. Il y a aussi, il me semble, une tendance actuelle qui est d'essayer d'expliquer au maximum quand même aux enfants des principes d'éducation. Et pourtant, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans le livre, je crois que c'est Philippe Duverger qui l'écrit, qui dit que les parents n'ont pas à se justifier. Quand on se justifie, cela signifie qu'on doute de soi, tout l'inverse de ce qu'est une autorité tempérée et rassurante qui permet à l'enfant de grandir. Donc comment exercer justement une autorité qui serait juste sans avoir à la justifier sans cesse? Ouais, c'est la faute des pédopsies, ça. C'est notre faute. On a passé notre vie, notre temps à dire comprenez-les, quoi. Mais parfois, il faut accepter de ne pas comprendre, quoi. Il faut accepter de dire tu me casses les pieds, quoi. Tu me fatigues, tu vois, vraiment, je te supporte plus, quoi. Et quand je dis ça, c'est pas une position hostile, c'est que quand je vois ces parents en situation difficile avec leurs enfants, pointe un rejet, quoi. Pointe un rejet qui est infiniment plus culpabilisant que le conflit, quoi. Le conflit, c'est intéressant. Le rejet, c'est plus compliqué. Le rejet implique la notion de mépris. Le rejet, c'est t'es pas l'enfant que je voulais avoir, quoi. T'es pas l'enfant dont je rêvais, vous vous rendez compte? C'est un sévice qui est à hauteur des sévices sexuels et des sévices physiques, hein. Le sévice psychique, dans la nouvelle loi contre la PC, ça a été énoncé, il faut se féliciter. Le sévice psychique, tu n'es pas l'enfant que je voulais avoir, c'est terrifiant. Ça invalide définitivement une relation parent-enfant, quoi. Or, si un enfant est vraiment très, très difficile, il est normal que les parents, à la suite, aient ce sentiment. Je vais prendre un exemple qui me touche beaucoup et qui m'intéresse beaucoup. Il y a une discussion avec Philippe qui me dit, dans la composition du livre, non, je crois qu'il ne faut pas mettre les parents adoptants. Je dis, si, il faut les mettre. D'abord, il faut dire que les parents adoptants sont comme les parents biologiques, il n'y a pas pour moi de différence, mais ils sont plus en difficulté, c'est indiscutable. En tout cas, de la vision pédopsychiatrique. Je ne vois pas les adoptés qui vont bien, on est d'accord? On ne m'amène pas des enfants qui vont très bien en consultation. Mais les enfants adoptés à l'adolescence sont très particulièrement en difficulté. Pourquoi? Ils ont, comme tous les enfants biologiques, le fait d'une désillusion des images parentales.
être adolescent, c'est perdre la pensée magique par rapport aux parents qu'on a idéalisés pendant l'époque de la maternelle et du primaire. Finalement, t'es pas terrible, quoi. Mais ça, nous, on le sait, mais c'est dur à entendre. On a tellement bien vécu quand ils sont petits, où ils nous idéalisent, qu'on a pris l'habitude qu'ils nous trouvent extraordinaires, quoi, alors qu'on est moyen, quoi. D'accord ? Bon. Et à ce moment-là, les enfants adoptés ont une double difficulté. Ils ont à attaquer leurs parents adoptants, leurs parents, mais ils ont attaqué aussi les fantômes des parents qui les ont abandonnés. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont redoutablement agressifs et difficiles, histoire de voir jusqu'où on les aime, quoi. Dans les positions les plus extrêmes d'agressivité, de difficulté, de rupture. Et qu'est-ce qui se passe chez les parents adoptants ? Des notions « je veux l'abandonner », quoi. C'est pas mon enfant, quoi. Vous vous rendez compte ? Et là, c'est ça, là où il faut vraiment être attentif à ne pas laisser développer ce type de structure métastatique extraordinairement terrifiante pour la relation ultérieure, j'allais dire. Alors j'ai beaucoup travaillé ça avec, à un moment donné, un ministre de la Famille m'avait demandé de réfléchir là-dessus, et malheureusement, on n'a pas pu aboutir à des propositions qu'on avait faites avec le groupe de travail. Moi, je voulais que les parents adoptifs soient suivis, quoi. Pourquoi ? Parce que quand un parent adopte un enfant, il voit s'il n'est pas malade, s'il n'a pas de maladie, et puis il ne voit plus personne, il voit un pédopsychiatre qui casse tout à l'adolescence. Entre-temps, on ne fait rien, quoi. Moi, je voulais que toutes les années, les parents aient une rencontre sur leur volonté où on voit comment ça allait, quoi. Comme ça. Comment ça va à l'école, comment ça va avec vous, comment ça va dans la relation, comment ça va dans le sport, comment ça va avec les grands-parents. Je voulais aussi que l'adoption ne soit pas, et c'était aussi la discussion pour le mariage pour tous et l'adoption homoparentale, que l'adoption ne soit pas une adoption d'un couple, une adoption de deux familles. Que ce soit deux garçons ou deux filles, ou un couple naturellement hétérosexuel, quoi. Je m'en fous. Je voulais que les oncles, les tantes et les grands-parents signent l'adoption, quoi. Que ce soit, lorsqu'un enfant paraît, comme disait Hugo, la famille applaudit à grands cris. Mais quand un enfant adopté arrive, on referme le couple parental sur le bonheur d'avoir un enfant alors qu'on ne l'a pas eu, quoi. Et il y a là une dangerosité qui s'amorce, du désir sur l'enfant et des difficultés que celui ressent au niveau du désir, et qui va s'accentuer et s'exacerber à l'adolescence. Donc j'ai convaincu Philippe de mettre quand même des exemples dans le livre d'enfants adoptants, de parents adoptants. Et c'est fondamental pour moi parce que, justement, le lapsus est révélateur, enfants adoptants. Pourquoi ? Parce que les associations de parents avec lesquelles j'ai travaillé me disent « Ruffo, ne soyez pas trop sévère avec l'adoption. Quand ils ont 30 ans, tout va bien. » Mais je dis « Mais entre 12 et 30 ans, qu'est-ce qui se passe ?» tu vois ? Et ça va bien comment ? C'est assez passionnant. Quand l'enfant adopté a un enfant et que les grands-parents, que les parents deviennent les grands-parents, donc le biologique, on s'en fout. Le biologique est réapparu et donc une famille s'organise comme ça par rapport au passé qui enrichit le présent et qui propose l'avenir au sens de Brodel. Et donc je veux dire vraiment que cette question de position parentale par rapport à des situations de rejet, de contre-transfert, d'opposition, de déception, de désillusion, c'est double. Désillusion naturelle de l'adolescent par rapport à sa famille, mais aussi désillusion des parents qui montrent par certains aspects des attitudes très complexes. Je voyais hier en consultation une adolescente que j'avais vue avant qui n'allait pas bien et qui a été remarquablement suivie par une psychothérapeute que je connais. Et donc je la revois pour faire un peu le point avec elle. Une sorte de supervision d'un suivi. Je trouve qu'elle va bien. Je lui dis, elle sourit, et je commence par elle, puis elle me dit simplement que sa mère est toujours anxieuse, mais je dis, mais ta mère est incurable, c'est vrai, je le crois. Et son père, qui est conchiculteur, passionné par les maths, alors qu'il s'occupe des huîtres et des moules, je vois pas... Bon. Elle me dit, il me persécute avec les maths. Puis je fais rentrer les parents. Donc le père rentre, je dis, ah, c'est vous le persécuteur en mathématiques, il sourit. Et la mère, très rapidement, s'oppose à moi en disant « Je ne suis pas d'accord avec votre position de dire qu'elle va bien. » Bon. L'adolescente présente, un psychologue lacanien mutique qui observe ma consultation, donc qui ne dit rien, mais qui me surveille, d'accord. Et à ce moment-là,
Donc je m'affronte à la mère. Je dis, mais pourquoi vous dites ça? Ah, elle m'a envoyé des textos dans la semaine me disant qu'elle allait mal, etc. Ah, je dis, ah bon, t'as fait ça à ta mère, toi? Tu veux l'inquiéter? Alors la gosse sourit. Bon signe. Je lui dis, donc t'as trouvé le moyen d'inquiéter ta mère par texto. D'accord. C'est pas très grave, mais ça arrive. Et à ce moment-là, la mère a dit, mais elle vous a dit aussi qu'elle a fugué? Je dis, ah bon, t'as fugué? Elle a même fugué avec le chien. Déjà, fuguer avec le chien, c'est rare. C'est rare. Fuguer avec le chien de la famille, c'est rare. Parce que perdre sa fille, c'est une chose, mais perdre son chien, c'est insupportable. Donc, et elle est allée chez la voisine, en face, pour fuguer. Je dis, madame, vous exagérez, quoi. Honnêtement, vous m'angoissez, je dis à la mère. Vous cherchez à m'angoisser, vous cherchez à me rendre dangereux, quoi. Dès qu'on angoisse un psychiatre, on le rend toxique, je dis. Aidez-moi, ne m'accablez pas. Alors elle est perturbée, la maman. Elle me dit, qu'est-ce que vous dites? Je dis, non, vous m'accablez. La fugue avec le chien chez la voisine et le texto pour vous angoisser, pour nous c'est clair, je continue à dire qu'elle va bien, quoi. Vous voyez, c'est ce style de... Alors, bon, c'est une consultation parmi tant d'autres, mais ça veut dire comment l'anxiété peut être évolutive, quoi. L'anxiété peut être contagieuse, tu vois. Si je suis un psychiatre triste, et que je dis, ah bon, tu es parti, tu as eu des idées sombres, tristes, je l'aggrave, la petite. Je l'aggrave. Je sais pas, si dans la salle, je dis, vous avez l'air très triste ce soir, je vais vous accabler. Je veux dire, vous n'avez pas l'air triste. Vous êtes venu écouter un pédopsychiatre un peu original. Bon, ça donne ton tact, mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas être triste. Et qu'il ne faut pas, dans les situations difficiles, faire donner la désespérance. Je prends l'exemple des enfants en situation de handicap. Grâce aux parents d'enfants en situation de handicap, j'ai compris. Au début, j'étais comme tout le monde. Je disais, ces parents dénient la réalité. Mais pauvres malheureux, ils font ce qu'ils peuvent. Ils voient l'enfant imaginaire par rapport à l'enfant en situation de handicap. Ils ont raison. C'est une défense psychologique qu'il faut admettre, quoi. Et donc, ça a tout changé dans ma relation avec les parents et les enfants en situation de handicap. Donc, c'est ça la question. Et donc, vraiment... N'empêche que parfois l'enfant en situation de handicap est tyrannique. C'est pas parce qu'il est handicapé qu'il n'est pas casse-pied. Parfois tu as envie de l'excuser du fait de son handicap, que dalle. Tu peux lui dire, tu casses les pieds à tes parents. Et il y en a marre de ta régression. Vivement que tu fasses une fausse crise d'épilepsie alors que tu es épileptique. Ben, ça arrive. Vivement que tu dises que tu ne t'intègres pas dans les actes parce qu'on t'a fait une réflexion. Mais tu la mérites, la réflexion, garçon. Tu la mérites, tu es au travail. Donc, puisque tu veux être travailleur avec le statut de travailleur en situation de handicap, tu acceptes aussi des contraintes du travail. Et donc, ce type de... C'est ça l'autorité. Finalement, l'autorité, c'est faire confiance. C'est drôle, hein, c'est pas la démagogie. C'est aussi une réalité de dire ça va pas. Je veux dire que si un garçon fume des hashish tous les soirs, on le sait. Il y a un signe pathognomonique. Quand votre adolescent dort l'hiver la fenêtre ouverte, c'est qu'il fume du hashish. On est d'accord, hein, c'est pas... Il n'y a pas d'autre signe, il n'y a pas besoin d'examen d'urine. Si tu dors quand il fait froid la fenêtre ouverte, c'est que tu fumes. Voilà, c'est tout. C'est pas que tu as chaud. Donc, une fois que tu sais ça, tu dis, c'est pas le hashish qui est en cause, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cette anxiété t'envahit au point que tu veuilles être un abruti sous pétard, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, à ce niveau-là, on peut restaurer des relations qui se délitent. Parce que je parlais d'adoption et vraiment le fait le plus redoutable, c'est la notion de se sentir abandonné parce qu'on a été décevant, quoi. Et l'enfant tyran a l'habitude d'attaquer parce qu'il a peur de décevoir. Et une fois qu'on a compris ça, avec les enseignants, les enseignantes, etc., on change de registre, quoi. Plutôt que de dire à l'école aussi, ils nous persécutent. Ça veut dire qu'il a mis sa confiance dans l'enseignante et en même temps, il évalue avec elle son degré de tolérance. De toute façon, vous savez, avec les adolescents en consultation, je faisais un cours aux enseignants de médecine ce matin à Paris, là, à Diderot, et je disais que lorsqu'on voit un adolescent en consultation, il faut comprendre que soi-même on est consulté. C'est-à-dire que le gosse que je vois, il me consulte. Et il voit ce que je
peut accepter, pas accepter, et comment je réagis. Il vérifie aussi, parce qu'il croit que c'est le cas le plus intéressant que j'ai jamais vu, alors que je m'en fous. Mais lui, il est dans cette position. Ah, qu'est-ce que je vais être intéressant? Tu parles. C'est le 10 millième cas que j'ai vu de ce style. Mais j'ai appris par Serge Lebovici, ce que je continue à faire, que lorsqu'il a quitté mon bureau, je mets 20 lignes sur l'impression que j'ai eue vis-à-vis de lui, l'intimité qui nous a réunis. Et quand je le revois, je relis ça et je lui dis, parle de ça. Je lui dis, tiens, voilà ce que j'ai ressenti, moi, en tant que conscience qui interroge la conscience, sur un plan un peu phénoménologique. Voilà ce que j'ai ressenti en t'écoutant. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Et ça, voilà l'alliance qui se crée, même avec les plus difficiles. Ah, vous avez perçu ça? Je ne suis pas d'accord ou je suis d'accord. Et le débat apparaît. Mais vous voyez, c'est la question de... On parle beaucoup dans le bouquin de 3 notions. Vous avez parlé de l'autorité, on parle aussi de la pudeur. Et ça fait partie de la pudeur que de respecter l'autre qui vient consulter, de respecter la démarche. Et puis aussi, l'histoire de la politesse. Vous savez, très cher à Claude Elmos, actuellement, quand un enfant est poli, un enfant qui vous voit dans la rue, qui dit « Bonjour, je vous en prie, madame, monsieur, passez. Tiens, vous voulez mon siège dans le bus, dans le métro? Oh, c'est délicieux ce que vous lisez, puis vous avez l'air intéressé. Vous êtes un garçon très sympathique. Vous n'êtes pas loin de l'envoyer en psychothérapie. Hein, parce qu'il est étonnant, quoi. » Et pourtant, quelle notion surmoïque, au sens psychique, que de respecter l'autre comme équivalent de soi. La question, c'est que quand on ne se respecte pas, on ne peut pas accepter l'autre. Justement, sur l'altérité, sur les femmes d'autres types de familles, vous avez parlé donc des familles avec des enfants adoptés, des familles homosexuelles qui ont des enfants. Alors, il y a un passage dans le livre qui m'a marqué où c'est Philippe Duverger, je crois, qui dit « Nombreux sont les enfants issus de couples homosexuels qui se plaignent d'avoir souffert non pas de la différence de leurs parents, mais du regard que la société et l'entourage ont pu porter sur elles. » Et je me demandais si c'était quelque chose qui vous avait marqué dans votre carrière, c'était de réaliser, parce qu'on a tendance en psychologie, en psychiatrie, de souvent se référer à Freud, donc à l'Oedipe et au complexe d'Oedipe, et donc à dire que les névroses ont une source familiale essentiellement, mais après ça, bon, il y a eu Deleuze et Guattari par exemple sur l'anti-Oedipe, où on réalise que finalement on délire aussi avec le monde tout entier. Est-ce que donc finalement les sources des névroses ou des pathologies ne sont pas uniquement familiales, mais sont aussi en fin de compte une double pression qui serait à la fois la famille et de l'autre côté la société? Et comment dans ce cas-là négocier avec ça, quoi? Oui, sur l'histoire de l'homosexualité, la société a fait quand même d'infinis progrès, quoi. Moi, je sais que mon oncle, le jumeau de ma mère, était homosexuel et quand je me souviens de sa vie, c'est une vie difficile. Une vie très difficile. Je me souviens en particulier d'une soirée avec lui où j'avais 16 ans. Il me dit que penses-tu des filles? Alors je dis honnêtement, Louis, parce qu'à l'époque, il ne faisait pas dans le détail. Il s'appelait Louis et Louise, hein, c'est les jumeaux. Honnêtement, Louis, je pense qu'à ça. Il me dit que tu es drôle, quoi. Bon. Et en même temps, il me parlait de sa douleur, de regard, de tout ce que vous dites au niveau de tout ça. Ça a fait beaucoup de progrès. Et alors, il y a un phénomène nouveau qui en consultation apparaît, on n'en a pas parlé dans le livre, mais qui est le transgenre. Un phénomène en pleine extension. Des garçons qui veulent être des filles et des filles qui veulent être des garçons, tout petits. N'est-ce pas une forme aussi particulière d'exprimer une homosexualité vers l'âge de 4-5 ans, qui après s'affirmera à l'adolescence? N'est-ce pas aussi pour les parents une façon d'éviter la crainte de l'homosexualité par rapport à quelque chose qui est plus moderne, plus suédois, plus... Donc tout ça, c'est à discuter, à réfléchir. Et on a fait un centre d'excellence là dans ma région où on va évaluer ça avec les familles et les enfants pour voir ce dont il s'agit, pour ne pas être cerné sur une clinique, un cas, pour en tirer des conclusions. Mais sur le plan des névroses transmises, des névroses collectives, je suis plus universaliste qu'anecdotique, quoi. J'ai eu l'occasion dans ma carrière de travailler par exemple à Madagascar où
ou à Mayotte. Et je crois vraiment que, par exemple, pour prendre l'exemple, pour être plus précis, vous allez me suivre à Tuléar, dans le sud malgache, où un de mes amis de fac, qui est devenu prof à Tananarive, m'invite pour un centre incroyable de gosses placés dans des conditions inimaginables, quoi. Les autistes mélangés avec les enfants abandonnés, battus, abusés, brûlés, assassinés, leur mère assassinée, etc. Et donc je me retrouve dans ce centre, dans le sud malgache, et avec un traducteur, je fais de la pédopsychiatrie, quoi. Et ça marche. Alors que vraiment, là, les notions culturelles et transculturelles étaient vraiment très différentes. Parce qu'en même temps, il fallait tuer un zébu pour gagner l'éternité et mettre du sang de zébu partout. Donc, moi, le zébu, je m'en fiche, quoi. Mais en même temps, l'éternité, ça intéresse tout le monde. Et la crainte de la mort, ça participe de toutes les croyances et de toutes les communautés, quoi. Et ce qui m'a frappé dans ce travail, disons, transculturel, je n'aime pas être ethnopsychiatrique. C'est un terme qui me révulse, quoi. Mais transculturel, c'est aussi que transculturel, il y a peu de différence, quoi. C'est vraiment transversal. Transculturel, c'est vraiment que c'est équivalent. Et je trouve que les névroses se transmettent. Évidemment, victime d'un génocide, ça met du temps à s'apaiser. Ça, c'est évident. Des parents qui ont été malheureux, quoi. Et dont on veut compenser le malheur, un père fragile, une maman dévastée par l'alcoolisme, c'est aussi quelque chose qu'on va porter de manière névrotique toute sa vie, quoi. Des événements de vie où on vit une injustice, on voit bien que l'injustice, ce qui est injuste, règne dans notre société, et en même temps, dans les banlieues, que disent les adolescents en difficulté? Respect, quoi. Ils tiennent au respect et en même temps ils vivent ça comme injuste. Donc effectivement il y a des conditions socio-économiques et culturelles qui expliquent les organisations névrotiques, mais en même temps je crois que on parlait tout à l'heure de Goethe qui disait on est adulte quand on a pardonné à ses parents, quoi. Et je crois que le vrai travail de l'enfant, c'est ça, quoi. C'est de pardonner à ses parents, y compris à des parents qui ont été malheureux, quoi. Vous dites aussi à un moment donné dans le livre que chaque époque stigmatise à sa manière son enfant terrible, fruit supposé des méfaits du temps. Donc est-ce que, d'une certaine manière, vous trouvez que pratiquer, vous intéresser à théoriser la pédopsychiatrie, c'est aussi s'intéresser de toute manière à la société dans son ensemble? Oui, mais la pédopsychiatrie, ce qui est intéressant en pédopsychiatrie, c'est que le développement de l'enfant, le développement de l'adolescent intéresse tout le monde, quoi. C'est vraiment, plutôt que pédopsychiatrie, on pourrait dire médecin des soucis, quoi. Ce serait plus joli. Vous n'aimez pas beaucoup le terme de pédopsychiatrie? Non, j'aime pas bien pédopsychiatrie parce que j'aime pas bien la psychiatrie, pour être honnête. J'aime pas bien le côté classification, catégorisation, CM10, DCM4, DCM5. J'aime pas bien qu'on enferme les gens dans un diagnostic alors que c'est plus un métier d'artisan, que c'est plus quelque chose de métier à la carte, quoi. Récemment, j'ai eu un moment terrible dans ma carrière. Je vois un gosse un peu pénible, sans trop de moyens, mais qui a fixé sur moi de manière terrible. Il veut toujours me revoir, moi je veux pas, mais je continue à le voir, quoi. Et bon, j'espère que ça va l'aider malgré tout, donc je le supporte, quoi. On est d'accord, hein? Et puis il me dit, il faudrait que vous voyiez ma fiancée, parce qu'elle a vraiment des problèmes. Je dis, d'accord. Donc il pose presque le diagnostic, il me dit, moi j'ai pas grand-chose, je viens vous voir parce que mes parents veulent, parce que je sais pas quoi, parce que comme ça me plaît de venir vous voir, pourquoi pas. On parle plus de rugby d'ailleurs que de psychiatrie, mais enfin bon, d'accord. Et puis il m'envoie sa gosse, et là je suis devant un échec, quoi, personnel. Elle vient me voir, elle s'assoit, elle a 17 ans, elle me dit « Bonjour monsieur, je viens vous voir pour que vous m'aidiez à mourir. » Je dis « Pardon ?» Elle me dit « J'ai un cancer de l'ovaire, c'est incurable, je voudrais que vous m'aidiez à mourir. » Je dis « Je ne peux pas t'aider. D'abord, tu me troubles, ton discours est terrible à entendre. Je ne suis pas cancérologue, je ne suis pas chimiothérapeute, je suis psychiatre.
je veux bien parler de la représentation de ta maladie avec toi, mais pas que tu me dises en même temps que tu fermes le débat en disant « aidez-moi à mourir ». Elle a été furieuse. Elle s'est plainte à son ami qui a dit « je ne sais pas si je vais continuer à vous voir ». Donc j'ai au moins réussi une partie de la relation. Mais vous voyez, c'est vrai que la pédopsychiatrie a aussi les limites de la société, quoi. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout comprendre. Moi, je dis par exemple que c'est quand je ne sers plus à rien que je suis vraiment utile. C'est une drôle de discipline. C'est quand je ne sers plus à rien que je suis utile. J'ai vu un enfant adorable, là, il y a 2 jours ou 3 jours, un urétique résistant, et puis c'est au lit pour des raisons particulières d'une séparation de ses parents. Donc, en fait, en pissant, il était toujours le bébé idéalisant la relation de couple dont il n'a jamais guéri, quoi. Donc, c'est un gosse remarquablement intelligent, on discute, j'ai dit, j'en ai marre. Tu pisses au lit, tu es ridicule. Maintenant, à 13 ans, tu vas pisser au lit avec ta fiancée, maintenant, c'est dégueulasse. Il faudrait que tu imagines d'autres émissions liquidiennes que de l'urine, quoi. Alors, il me dit, ah, vous êtes dégueulasse. Je dis, non, je ne suis pas dégueulasse, je suis masturbatoire. Alors, il comprend. Et puis il vient et il me dit, ça y est, j'ai arrêté, je suis content. Et je dis, bon, je te verrai plus, bonne route. Et je suis ravi de ça. Et je dis, mais tu fais comme m'a appris mon maître Soulet, tu m'envoies une carte postale avec une fontaine, hein, pour consolider la guérison. Et il l'a fait. Et tu vois, alors ça c'est un côté ludique de la discipline, pour montrer aussi qu'il n'y a pas de toute puissance, qu'il n'y a pas d'omniscience dans la compréhension. Il y a plutôt une transversalité, un système d'alliance avec les familles et les enfants, pour peut-être se donner une réserve d'espérance, une chance de plus, de compréhension, d'élaboration, d'échange, de plaisir à échanger, de plaisir à parler. C'est ça la pédopsychiatrie. Et c'est une belle discipline. Honnêtement, elle me plaît bien. J'ai bien fait de faire ça. Ouais. Je crois que vous préférez justement la pédopsychiatrie à la psychiatrie pour adultes, parce que justement vous avez le sentiment que la marge de manœuvre est plus grande, que donc on peut beaucoup plus progresser. En fait, on ne sait pas ce que... Parce qu'on ne sait pas. Voilà. Parce qu'on n'est pas prédicteur d'avenir. Effectivement, et ce n'est pas une critique sur mes collègues d'adultes, mais allez, l'autre jour, un psychiatre d'adulte me posait une question. Il y avait un débat entre pédopsychiatrie et psychiatrie d'adulte, comme ça, et c'était... J'étais un peu coupable de montrer le dynamisme un peu inconscient, un peu infantile de ma discipline, quoi. Et lui me pose une question passionnante. Il me dit, Marcel, tu crois qu'un schizophrène peut guérir ? Donc, tu vois, la réponse est importante. Et j'ai dit oui, quoi. Et il n'a pas continué le débat. Mais tout le débat est là, quoi. Tout le débat est là, quoi. Est-ce que cette fureur de guérir, en laissant l'autre libre de son évolution, n'est pas la clé d'une proposition peut-être plus vaste de la médecine, quoi. Si on revient à cette gosse qui a le cancer de l'ovaire, est-ce que les cancérologues ne sont pas propriétaires du sujet qui a un cancer aussi ? Est-ce que le cancérologue n'a pas emprise sur le sujet cancéreux ? Est-ce qu'il ne faudrait pas que le cancéreux soit propriétaire de son cancer pour éventuellement le vivre mieux ou mourir mieux de son cancer, quoi ? Vous voyez, c'est un débat très très important, quoi. Il y a des protocoles, chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie. Et puis, dans tout ça, le sujet, c'est qui ? C'est quoi ? Ça devient un côlon, un foie, une thyroïde, ou une personne avec une histoire, une narrativité, une historicité, des antécédents. Un cancer du sein chez une fille dont la mère est morte d'un cancer du sein n'est pas tout à fait pareil d'un cancer du sein comme ça qui apparaît de manière malheureuse chez une personne à 50 ans. Donc il y a une historicité de la maladie qui fait que comment se l'approprier et comment remettre de l'individuel dans le collectif, dans le protocole, dans les classifications, dans les protocoles. Je sais bien que c'est la différence des ministres de la Santé qui parfois préfèrent des sociologues que des psys, quoi. Parce que le psy risque de proposer des histoires de chasse qu'il veut être exemplaire, alors que le sociologue répond en cohorte. Voilà tant de cas, telle survie, etc.
Et un de mes amis m'a emballé l'autre jour. Il a un cancer et il a demandé à me voir en me disant cet oncologue n'est pas clair, il faut que je te voie. Pourquoi? Parce que l'oncologue lui dit écoutez, monsieur, vous avez 40% de chance de survie. Et il me dit mais cet idiot n'a pas pensé que j'ai 60% de chance de mortalité. Pour l'oncologue, 40% de chance de survie, c'est bien. Pour le sujet, c'est moyen. Parce qu'entre l'oncologue qui dit 40% de chance de survie, c'est plutôt bonnard, mais 60% de mortalité, l'autre, il a compris ça. Il a fait l'arithmétique facile. Il s'agit de lui, quoi. Et donc, oui, c'est cette question de... Alors, la pédopsychiatrie a ceci d'intéressant qu'elle n'est pas prédictive, et puis on ne sait pas trop les devenir. Dans le livre, on montre aussi nos échecs avec Philippe. On montre que parfois, ça n'a pas marché. Ça compte. Ça compte de ne pas être dans une position de toute puissance qui serait ridicule, quoi. Ça compte aussi de bien montrer que quand on ne sait pas l'avenir, ben, on donne une chance à la personne, à l'enfant, à l'adolescent de se le réapproprier, quoi. De ne pas devenir propriétaire de ton évolution. Quelque chose qui je pense, sur le plan éthique, est assez important. Vous parliez justement des antécédents, notamment des antécédents médicaux qui se transmettent parfois comme ça dans les familles, une sorte d'atavisme comme ça. Il y a notamment plusieurs histoires dans votre livre qui sont celles liées généralement à celles de leurs parents, celles de leurs grands-parents. Je pense à celle notamment d'Éléonore, il y a Arthur, il y a aussi une petite fille qui se crée une amie imaginaire et vous dites qu'il correspond aux amis perdus de sa mère, qui a beaucoup déménagé dans son enfance. Et je crois que c'est Philippe Duverger qui dit aussi que le symptôme de l'enfant est une réponse à la vérité du couple parental. Alors, je me demandais par quel mécanisme on se retrouve comme ça à hériter de choses qui ne sont pas génétiques. Mais le génétique, allez, ça représente 80% de notre fonctionnement. Mais c'est avec les 20% de relationnel qu'on fait la différence, quoi. C'est-à-dire la génétique, bien sûr que ça existe. Hein. Pas délirer. Mais 20%, ça change tout, quoi. C'est avec ces 20% que tu peux modifier, c'est l'épigénèse, de façon plastique, tu peux modifier les destinées, quoi. L'environnement, ça peut être un enseignant, une enseignante qui te donne confiance. Ça peut être un vieil oncle un peu bizarre dans les montagnes. Ça peut être l'ami des parents qui joue bien de la guitare. Ça peut être un artiste, un peintre... une découverte. Moi, quand je dis ça, tiens, c'est drôle, hein, j'essaie de... En même temps, je pense à des trucs quand je parle, hein, je ne fais pas que parler. Et je pense, par exemple, à une mosaïque de Pérouge, au musée archéologique de Pérouge, où il y a une tête de Romaine du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui est dans une vitrine et qui a l'air de te regarder. C'est une femme coiffée à la romaine, quoi, qui est un visage splendide. Et devant ce visage, quand j'ai vu ce visage à Pérouge, où je revais toujours, quand je vais à Pérouge, je veux revoir cette image, j'ai trouvé une intimité familiale, quoi. J'ai dit, c'est quelqu'un de ma famille à l'époque romaine, quoi, de manière imaginaire, quoi. Et cet appui par rapport aux inconnus, aux méandres, aux fantômes de l'histoire familiale peut aider. Donc un imaginaire peut aider la réalité, quoi, et voire la suppléer, quoi. Vous parlez aussi au bout d'un moment de la tristesse dans le livre, de la mélancolie. Enfin, c'est que, en réaction à un cas qui est évoqué par Philippe Duverger, vous dites que l'apparition d'une note dépressive fait enfin apparaître chez ses enfants, lui le fait enfin quitter sa position mégalomaniaque de toute puissance. Donc il y a quelque chose qui serait fertile ou positif dans cette note dépressive. Alors ça m'a tout de suite fait penser au film Vice Versa de Pixar, où, donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, si j'aime certains d'entre vous, il y a plusieurs personnages. En fait, on se retrouve dans la tête d'une petite fille. Il y a plusieurs personnages, 5 personnages en tout. C'est la joie, la tristesse, la colère, le dégoût et la peur. Et à la fin du film, la petite fille arrive à grandir une fois que joie et tristesse ont réussi à se mélanger et que ça crée un nouveau sentiment qui serait la mélancolie. Est-ce que pour vous, c'est une phase qui serait extrêmement importante dans le développement de l'enfant, cette arrivée de la mélancolie? Alors, il y a 2 jours, non hier, jeudi en consultation, je vois un enfant
remarquablement intelligent, avec son père très déprimé, qui se souille, qui est en coprétique à 12 ans. Il se salit régulièrement. Donc il fait ses selles dans sa culotte tous les jours, quoi. Et c'est un enfant remarquablement intelligent qui me dit, lors d'une précédente consultation, si je fais ça, c'est à cause de la perte de mon image maternelle, donc je garde ma mère en me souillant pour être un enfant plus jeune que ce que je suis. Donc, ouais, bravo garçon, tu interprètes magnifiquement les choses. Sur l'interprétation, je dis je te fais confiance et tu vas guérir de ça, quoi. Et il revient et ça continue et le père est assez effondré. Alors je dis, ben écoute, on va être... C'est rare que je dise ça dans l'année, quoi, de consultation. On va faire une parentectomie, quoi. On va te placer 2 mois d'été où tu vas guérir, quoi. Parce que ce que tu fais, c'est quelque chose d'agressif par rapport à tes parents et il faut qu'on supprime l'objet d'agressivité pour que tu puisses guérir. Bien sûr, cela se fera qu'avec l'avis de tes parents, mais moi, sur ton entêtement, la fixité de ton symptôme, je suis obligé de dire qu'on est en train d'échouer et que je ne veux pas qu'à 13 ans, 14 ans, tu te souilles, parce qu'alors tu vas avoir une sale vie et une vie perverse de psychopathe qui ne respecte pas l'autre comme équivalent de soi. À ce moment-là, il se lève et il sort du bureau. Le père dit reste ici, mais il s'en va. Je vais le chercher dans la salle d'attente, il est dans un coin. Je dis non, viens, c'est pas... tu peux être contre ce que je dis, mais tu pars pas comme ça. Tu viens. Et tu viens, ou je te ramène Manu Militari. Donc tu viens avec moi. Et il revient. Et il éclate en sanglots. Et je dis, je te préfère comme ça. On va réfléchir aux modalités de prise en charge. La mélancolie, la tristesse, c'est l'abandon de la toute-puissance. Regardez, la tristesse de la perte de l'être cher, ça montre l'importance de l'être qu'on a perdu, quoi. Maintenant, ils ont fait des progrès. Mais avant, les hommes, ça pleurait pas. Maintenant, c'est bien, ils pleurent, ils ont raison. Ils ont exacerbé leur part féminine et c'est génial. Et donc, ils pleurent. Il y a plein de pères qui pleurent en consultation. Avant, j'en voyais jamais. Ils faisaient pater familias, qui pleurent jamais. Maintenant, ils pleurent et je les préfère. Mais quand tu pleures à la disparition de notre chair, tu signes aussi la disparition de cet être disparu, quoi. Et donc, en même temps, la perte, la notion de perte, c'est l'abandon de la notion de toute puissance et de maîtrise, quoi. Quand il pleure, ce petit, il devient sympathique. Alors, peut-être une dernière question avant de passer la parole au public. Une question qui, moi, m'intéressait, qui était celle de le jeu qu'il va y avoir entre la pédopsychiatrie, votre discipline, et les règles sociales, et que, notamment dans l'introduction, vous dites que le pathologique permet souvent de mieux comprendre le normal. Alors, il y a tout un passage où il y a une analyse du Pinocchio de Comencini, où il est écrit que ce film pose une question centrale dans l'éducation des enfants, c'est « Vaut-il mieux qu'ils se confrontent à la réalité et aux dangers de l'existence en conservant leur autonomie, ou qu'ils se plient devant les règles sociales et morales, rigides et aliénantes ?» Alors, comment, en tant que pédopsychiatre, ne pas être le gendarme de l'enfance? Comment ne pas utiliser justement cette discipline, la façon que vous allez l'exercer, comme le chausse-pied qui fera rentrer l'enfance un peu au forceps dans le moule un peu étroit de l'âge adulte, des normes adultes en tout cas. La pédopsychiatrie rend modeste, hein. Si on croit qu'on est tout puissant, les enfants nous montrent avec leur vivacité, leur inventivité, leur brio, que c'est impossible, quoi. Je vous raconte une histoire très évocatrice à ce propos. Je vois il y a quelque temps un adolescent difficile et objectivement je ne comprends rien à son histoire, quoi. Alors il me raconte plein de choses par contre, mais je ne suis pas en forme, ça existe aussi, hein. Parfois tu n'es pas en forme, tu n'es pas très attentif et donc je ne comprends pas, quoi. Puis je rentre chez moi à Cassis, donc il y avait un superbe coucher de soleil. Donc je regarde le soleil coucher sur les îles de Marseille. Et puis à ce moment-là, tac,
une idée me vient en tête. Je dis, ah, mais c'est ça qu'il voulait me dire. Je me gare, parce que j'ai peu de points, il me reste peu de points au permis. Et donc je me gare pour éviter de perdre des points de manière définitive. Et je téléphone à ma collaboratrice et amie avec laquelle je travaille depuis 1974, Christiane, et je lui dis, Christiane, je viens de comprendre quelque chose ce matin d'un adolescent que j'ai vu, avec lequel je ne suis pas bien comporté, j'ai pas bien compris. Elle me dit, oui, j'ai vu, j'ai gardé son numéro. Elle est géniale, elle me donne son numéro. Je l'appelle, je dis, salut Ruffo, je voulais te parler parce que je viens de comprendre quelque chose. Et il me répond, ah ben tu as mis le temps. Donc pour la toute puissance pédopsychiatrique, on est tranquille. Hein. Est-ce qu'il y aurait des questions dans le public? Oui, il y en a là. Oh, attendez, pardon. Je crois on va passer les micros, c'est mieux. Voilà. Et merci de... relevez la main, monsieur, pour qu'on puisse... Juste en bas, là. Voilà, merci de formuler des questions relativement courtes, parce que vous êtes nombreux. Devant, voilà, levez bien le bras. Merci, parce que la première question, elle est diff. Je vous remercie. Bonsoir. Vous m'avez un peu surpris au début de votre débat, lorsque vous avez parlé de ce fameux problème de portable, qui est quand même, par expérience, la naissance de gros problèmes dans les familles. Vous n'avez pas aussi parlé, je crois, parfois, je vais être très dur et je m'en excuse, c'est peut-être la vie qui veut ça, un petit peu de la démission des jeunes parents, qui, devant la difficulté qu'ils ont, le travail, le chômage, j'en passe et des meilleurs, n'appliquent pas, alors moi je suis père, grand-père et j'ai 72 ans, n'appliquent pas ce que nous avons reçu comme éducation. Vous avez parlé du bonjour, vous avez parlé du merci. Moi je m'évertue où j'habite à faire dire bonjour aux jeunes, merci. Des choses qui pour moi me semblent la base de tout. L'enfant devient... Enfin, on dit enfant tyran quand je vis ce que je peux vivre avec des gens que je connais, la réaction de leurs enfants quand les parents disent « joue pas au portable, ne dors pas avec le portable », on a affaire à des enfants qui rentrent en pleine crise de colère, qu'on peut peut-être pas appeler enfant tyran, mais si on laisse, enfin si les parents laissent comment je pourrais vous dire, cette utilisation de portable, de tablette, etc., c'est pas à vous que je vais apprendre le dégât que ça fait, aussi bien intellectuellement, dans les enfants, pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire, pour converser. Les enfants, quand ils vous parlent, ils ne vous regardent plus, ils regardent par terre. J'en passe et des meilleurs. Donc je voudrais que vous puissiez peut-être nous expliquer quand même qu'au départ, les parents sont un peu laxistes. Est-ce que je me trompe ? Ben, vous savez, je prescris souvent des grands-parents, moi. Mon rêve de grand-parent, c'est un grand-père adjudant-chef et une grand-mère institutrice. Si j'ai cette famille d'accueil, je roule. Mais en même temps, être grand-parent, c'est aussi comprendre que son autorité est relative par rapport à nos enfants devenus parents, quoi. Une sorte de logique qui fait qu'on ne commande plus, quoi. On est là pour des temps... On est grands-parents à temps partiel d'abord, on n'est pas parents à temps plein. Et on n'est pas grands-parents imposant de manière nostalgique un temps qui n'existe plus. Par exemple, je crois qu'on ne peut pas se priver de l'informatique, des portables, des jeux vidéo, des tablettes actuellement. On ne peut pas. C'est impossible. À tel point que moi, je vais mettre en place une consultation de télémédecine pour des adolescents et des adultes jeunes isolés chez eux, beaucoup plus isolés qu'à l'hôpital où ils devraient être hospitalisés, quoi. Et grâce à ces nouveaux moyens informatiques, ils vont accepter de communiquer alors qu'ils refusent toute communication et toute consultation. D'autre part, les jeux vidéo, les dessins animés sur les tablettes, ça a la même fonction que Green et Pérou quand on les regarde avec eux, quand on ne les abandonne pas aux images. Quand on regarde avec eux, c'est pareil. Et ils vont t'imposer de voir 15 fois le Roi Lion. Hein. T'en as marre, mais tu regardes. Comme tu racontes 15 fois La Belle au Bois dormant. Et là, tu dis c'est normal. Non. Je veux dire que c'est un moment très particulier d'être grands-parents
Et c'est quoi comme moment? C'est la transmission du passé, parce que comme dit Braudel, on n'a pas de passé si on n'a pas d'avenir. C'est le présent agréable, mais pas de souci d'avenir, quoi. Pas de souci d'avenir pour ces enfants. Il faut qu'on arrête ça, quoi. Il faut que les grands-parents ne soient pas anxiogènes au niveau des futures générations. J'étais l'autre soir avec, vraiment, 3 adolescents addicts aux jeux vidéo. Purée, ils sont parfaitement bilingues, par contre, depuis qu'ils jouent à ça. Donc, dans leurs études, ils maîtrisent l'anglais. Ça peut être utile. Et puis, ils commencent à critiquer leur comportement opposant aux parents. Donc, ils ont fait une trajectoire correcte, quoi. Et donc, moi, je crois vraiment très fort aux grands-parents, à condition que les grands-parents n'imposent pas leurs lois. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'ils ne verront plus leurs petits-enfants, quoi. Et quand, dans les cas pathologiques que je rencontre, ceux qui demandent un droit de visite légal d'1 fois par mois à voir leurs petits-enfants, ça échoue toujours. Parce que les enfants sont fidèles à leurs parents contre des grands-parents vécus comme menaçants. Donc il faut faire très attention. C'est un travail pudique, relationnel, d'acceptant la nouveauté. Moi, je mets tous les grands-pères aux jeux vidéo, par exemple. Et ils deviennent addicts. Je dis aux adolescents, montrez-leur à quoi vous jouez. Et parfois, c'est bonheur. Warcraft, ça peut être intéressant. Et quand il y a un gosse qui disait, mon frère, il démolit des voitures sans arrêt, comme ça, il ne démolit pas des gens en vrai, quoi, alors qu'il est très agressif. Tu vois, c'est ce type de relation. En fait, c'est une question de modernité. C'est pas parce qu'on est grand-père qu'on ne peut pas bénéficier de choses nouvelles, de nouvelles éducations. J'en discutais avec Philippe Mérieux. Et c'était Philippe Mérieux, que j'admire beaucoup, qui est un grand pédagogue, il disait toujours, on apprend à lire en apprenant à écrire. Je dis, tu es sûr, Philippe? Tu es sûr que maintenant on ne tape pas sur un clavier avant d'écrire? Tu es sûr, Philippe, que ça ne va pas être je tape sur mon ordinateur acheté dès l'âge de 6-7 ans avant d'apprendre à écrire comme tu l'as parfaitement décrit au niveau pédagogique? Est-ce que maintenant les moines copistes ont encore leur intérêt depuis Gutenberg? Non. On n'a plus de moines copistes qui écrivent les écrits saints. Donc qu'est-ce qu'on fait? On retrouve des moines copistes? Non. On utilise les livres et on lit les livres tranquilles. Et maintenant, il y a une nouvelle aussi fonction dans les journaux. Regardez dans les journaux. Les gosses qui lisent les journaux sur informatique, ils lisent. Les histoires d'amour par SMS, ça renouvelle l'écriture. Ça renouvelle l'écriture. Et puis, j'en appelle aux garçons de la salle. Honnêtement, on a tous été amoureux d'une fille jolie auquel on n'osait pas parler. Maintenant, en 2 clics, tu l'appelles. On regrette, c'est dommage, on n'a pas pu. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'après... Et puis, une notion que la science a prouvée. Savez-vous que lorsqu'on a plein d'amis virtuels, on a plus d'amis réels après? Vous le savez, ça? C'est génial. Quand on a plein d'amis virtuels, on a plus d'amis réels. C'est-à-dire qu'on fait la propédeutique et l'apprentissage de la relation, quoi. Qui est un outil comme un autre. Et vraiment, j'en suis à proposer une consultation à l'adolescent avec un préalable d'un échange de courriel entre lui et moi, quoi. Pourquoi tu ne veux pas venir? Voilà ce que je peux t'apporter, voilà ce que tu dois me dire, quoi. Et on évaluera après combien sont venus par rapport à combien ont refusé. Et vous verrez que le chiffre sera en faveur de ce type d'acceptation et de respect de leur mode de communication plutôt que de repli et de dire c'était mieux avant, quoi. Non, c'était pas mieux avant, c'est mieux maintenant. Et les parents sont plus démocratiques. Je voulais juste dire, pardon, excusez-moi, que vous êtes ici. Vous êtes Madame Paty. Ah oui, pardon. Ouais. On a invité Monsieur Serge Tisseron, pardon, que vous connaissez il y a un mois sur ce sujet. Je voudrais le redire au monsieur et qui peut regarder sur notre site et les réponses de Monsieur Tisseron par rapport aux écrans, si effectivement. D'accord. Allez. À qui? Merci. Bonsoir. Là-bas. Là, d'accord, j'y suis. Bonsoir. Au-delà des problématiques d'autorité qu'on peut rencontrer en tant que parent ou en tant que grand-parent, donc face à une génération un peu déstabilisante, on va dire,
Moi, je me pose la question par rapport à l'autorité à l'école, qui de plus en plus a un petit peu de mal à faire respecter quelquefois l'ordre, quelquefois l'acceptation de toutes les différences. Donc les enseignants doivent composer avec un public hétérogène, mais sont souvent désemparés et reportent énormément d'autorité sur les parents qui se retrouvent confrontés à beaucoup de pression parce qu'ils ne peuvent pas être partout, à l'intérieur de leur foyer et aussi sur le lieu de l'école qu'ils ne doivent pas fréquenter. Donc voilà, c'était la question de l'autorité au niveau de l'école. Non, l'école, c'est la chance des enfants, quoi. Et la notion de délégation d'autorité aux enseignants est quelque chose qui a un peu diminué, parce que les parents, voulant être parfaits, envisagent aussi des enseignants parfaits. Or, les enseignants sont moyens comme les parents, quoi. On peut avoir des défauts en étant enseignant, des limites, des histoires comme ça. Et la notion, l'école a pris une importance majeure, quoi, avec la crainte de l'avenir, la crainte du chômage des jeunes, etc. C'est l'école la chance des enfants. Et d'autant plus que certains parents n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et ont sur l'école des images fausses, quoi. Et sur les enseignants des notions très, très fausses aussi. Une des questions essentielles est quelle est la différence entre l'enseignement privé et l'enseignement public. C'est que lorsqu'il y a une réunion de parents dans l'enseignement privé, les parents viennent, et dans l'enseignement public, il n'y en a pas. Donc c'est une notion simpliste, hein. Et donc je crois vraiment que dans l'enseignement public, celui qui importe, hein, il faut vraiment une alliance entre les parents et les enseignants absolue, quoi. Mais il faut que les enseignants sachent aussi que leur mission, c'est d'apprendre l'école aux parents, quoi. D'apprendre l'école aux parents pour que, justement, les parents comprennent la chance absolue de l'école pour les enfants. La question qui m'intéresse, moi, dans l'école, j'adhère tout à fait aux propositions actuelles d'obligation de la maternelle, mais 95% des enfants y étaient déjà, donc il reste 5%, c'est important. Et puis le dédoublement dans le primaire pour les enfants en difficulté, mais pour tous les autres aussi. Pour tous les autres aussi. Parce qu'on a mis en place, avec une équipe d'universitaires d'Italie, un truc fabuleux. À Alba, on a fait à Alba, avec l'usine Ferrero, une crèche et une école pour les employés de l'usine. Il y a 14 élèves par classe avec 2 enseignants, tous formés au niveau d'un doctorat pédagogie. Et puis on accepte aussi 1 ou 2 enfants par classe en difficulté de la ville hors usine, pour qu'ils soient intégrés au niveau des 14 enfants superbement soutenus. Et on évaluera ce que ça donne. Mais 14 enfants, 2 enseignants, on est là dans un registre que personne, tout le monde souhaite et auquel il faut aboutir. Maintenant, le vrai problème pour moi, c'est pas la maternelle, c'est pas le primaire, c'est le collège. Parce que on peut dire, dans une vision neurodéveloppementale, les apprentissages, les prérequis, la lecture, tout ce qu'on veut. D'accord, les neurosciences, certes, mais il y a des gosses qui vont arriver au collège en difficulté et qui vont n'avoir de cesse que de faire les couillons avec les enseignants et s'opposer à leur autorité parce qu'ils échouent. Cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a des propositions, hein. Il y a des propositions pour le fameux classement de PISA dans lequel on est médiocre, alors que c'est l'armée rouge, l'éducation nationale, au niveau du personnel. Donc, une des remarques à faire au niveau des enseignants, c'est que lorsque vous êtes à retraite des enseignants, vous recevez une lettre terrible de votre administration qui vous dit « vous êtes rayé des cadres ». Je trouve ça terrible, rayé des cadres. Il faut dire au contraire « merci pour votre activité, souhaitez-vous la continuer ?» Ça serait plus joli, tu vois. Et comment la continuer? Tu es par exemple professeur des écoles. Tu as acquis tes droits à la retraite à 62 ans. Attention à ce qu'on dit au niveau de l'âge de la retraite pour ne pas déclencher une querelle nationale. Une de plus. Tu dis je veux continuer à travailler en heures supplémentaires et on te confie un adolescent de 6e, 3 heures par jour avec un bureau que tu vas accompagner sur les fondamentaux. Et on voit ce que ça donne au bout de quelques temps. Et vous allez voir ce que ça donne.
C'est-à-dire que cette relation intime de l'enseignant ou de l'enseignante qui va s'occuper des défects, vous allez voir ce que ça donne au bout de quelques années de fonctionnement de ce style, en ne rayant plus des cadres les enseignants, qui sont une ressource géniale pour améliorer l'éducation et la progression du pays. Voilà. Et c'est le collège, avec cette notion de religion laïque du collège unique d'Abi, qui en soi est philosophiquement correct, mais je crois pas tout à fait juste sur la réalité des faits, quoi. Et donc tout ça, ça pose le problème de l'organisation, du respect de l'honorabilité des enseignants, de leur salaire, comme les infirmières d'ailleurs, hein, parce que honnêtement, les hôpitaux sans infirmières, ça ne fonctionne pas, elles sont sous-payées. Sous-payées. Dans un travail, on parle des EHPAD, de la dépendance, mais tu parles, les aides-soignantes, ça ne gagne rien, quoi. Et ça ne gagne rien avec des situations difficiles, de gens difficiles à supporter, alors qu'on a placé nos parents, alors qu'on ne peut plus les faire vivre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc sur l'éducation nationale, sur les enseignants, c'est vraiment un projet éducatif dans lequel l'enseignant est au cœur du dispositif, avec un infini respect de la part des parents, délégation d'autorité et obligation pédagogique au niveau des parents. Moi qui suis issu d'un milieu modeste, je ne peux être qu'un fervent partisan des enseignants qui m'ont aidé à découvrir la connaissance. Je n'avais aucune possibilité du fait de mes parents de comprendre ça. Et c'est les instituts de l'époque qui m'ont aidé. J'en ai vu une lors d'un exposé il y a quelques années, mon institut de CM1. Elle est venue me voir à la fin de l'exposé. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Marcel, tu n'as pas changé. Et je la remercie encore, Madame Granel, de cette proposition. Donc vive les enseignants à partir du moment où les parents comprennent ce qu'est la chance d'avoir une école dans notre pays, quoi. Il faudra que j'en parle à Blanquer. Je vais le faire. Je le fais le 9 avril. Alors, bien, merci. Est-ce qu'on prend encore une question, Monsieur Ruffo? Puis après, on se retrouve à la... Je suis là à côté de vous. Ah, pardon. Vous êtes... je ne sais pas s'il y a encore une question. Et puis, 2. 3. 2. Ah! Allez, 3. Merci. Alors, ici, d'abord, est-ce que les 3 questions peuvent lever la main et comme ça, on sait la première ici? Il n'y en aura qu'une, alors. Très bien. Et une deuxième, là-bas? Ici, devant, parfait. Là, je vous vois bien. Oui, merci. Monsieur Ruffo, je voudrais vous poser une question directe. Pardon? Je voudrais vous poser une question directe. Oui, directe, oui. Quel grand-père êtes-vous? Alors, je suis un grand-père très... D'abord, je souhaite être un grand-père à temps partiel parce que notre fille veut me transformer en papy nounou qui se promène à la place des Vosges avec sa petite fille. Donc je refuse. Je refuse d'être dépendant de ma petite fille. Et avec elle, avec Louise, parce qu'évidemment, elle s'appelle comme ma mère, on n'a pas rigolé. Hein, donc, avec Louise, je crois que je l'étonne. Je crois que je l'étonne en n'étant pas d'accord avec elle, en m'opposant à elle, quoi. En étant en même temps en l'observant et en lui disant ce que je comprends. Donc je crois que je suis pédopsychiatre quand même avec ma petite fille, quoi. Et malgré l'interdiction de ses parents, mais qui lisent les bouquins que j'écris, donc je suis tranquille, quoi. Donc, mais en tout cas, je vais vous dire, avec Louise, il s'est passé un truc très merveilleux, et je lui écrirai ça quelque part pour qu'elle le retrouve. Et, il y a quelque temps, j'étais allé avec Anne Carrière, qui est l'éditrice qui me fait l'honneur de méditer depuis 20 ans, qui est là. Et fidélité amicale géniale, quoi. C'est bien d'avoir une éditrice comme Anne. Et j'étais donc à Strasbourg avec elle, chez Kléber, c'est un de nos fiefs habituels, quoi. Et je suis allé me balader à la Petite France. Notre fille a épousé un Strasbourgeois, donc qui pour moi est très exotique, enfin, qui est gentil comme tout, hein. Il supporte notre fille, d'ailleurs c'est bien. Mais il est exotique, il est Strasbourgeois, il aime la choucroute, des trucs un peu bizarres. Bon. Et à la plage, il prend des coups de soleil. Enfin bon, un Strasbourgeois. Et donc, ceci dit, pour honorer mon gendre, qui est parfait, lui, avec sa fille,
je me balade dans la petite France et je vois deux adolescentes qui jouaient, qui s'amusaient. Une jeune fille brune avec des cheveux noirs et les yeux noirs, et une jeune fille blonde avec les yeux clairs, un peu comme Héloïse, quoi. Donc je les observe et je dis, tiens, je sais maintenant que quand elle aura 17 ans, que je serai ailleurs, en haut, là-haut, comme elle le dit maintenant, mais elle jouera dans cet endroit. Et je suis assez content d'avoir vécu ce moment. Et je vais lui écrire. Je vais lui dire, tu sais, je t'ai vu à la Petite France en telle date, donc je ne sais pas quoi, février 2019, où j'avais présenté un bouquin, et je t'ai vu à 17 ans en train de t'amuser avec une copine, et je t'ai remarqué, et je suis très content que tu joues dans ce beau quartier de la ville de ton papa. Voilà le grand-père. Un grand-père qui laisse des traces affectives poétiques, qui est en fait indétrônable au niveau de sa personne et incurable de sa poésie infantile. Autre question? Peut-être personnelle. On peut continuer à parler de rugby ou de... Oui. Oui, bonsoir. Je voulais vous demander, alors c'est beaucoup moins politique, moi je me pose la question... J'entends pas. J'ai entendu... voilà, j'ai l'impression qu'il y a une épidémie que je ne connaissais pas, je suis grand-mère aussi, sur les enfants qui ont des troubles de l'attention. Est-ce que vous connaissez ces troubles de l'attention? Bien Parce sûr. que visiblement, dans le milieu scolaire, on ne connaît pas beaucoup. Et ça empêche les enfants de s'adapter au milieu scolaire. Alors le trouble d'attention, c'est vraiment un trouble qu'il faut repérer tôt et le plus tôt possible pour éviter que l'enfant ait des troubles et des retards d'apprentissage. Alors il y a toute une gradation, hein. Il y a, si vous voulez, on va prendre le banal, il y a l'étourdi intelligent qui écoute pas bien, on s'en fout, d'accord? L'étourdi, il y en a toujours eu. Et puis le trouble de l'attention avec instabilité, avec hyperactivité, qui parfois impose un traitement. Après un bilan neuropsychologique. Déjà, on risque rien à faire un bilan neuropsychologique. Quand on a un doute sur la santé, on fait une prise de sang, faire un bilan neuropsychologique, ça peut être utile aussi, pour savoir où on va. Et dès que les enseignantes justement, posent la question, à mon avis, le plus tôt possible, section des moyens, section des grands, d'un trouble de l'attention, il faut faire une évaluation pour savoir comment aider l'enfant. Ça peut être psychomotricité, ça peut être psychopédagogie, ça peut être médicament, avec toutes les précautions nécessaires, préalables, et surtout, on a surtout l'importance de diagnostiquer cette hyperactivité et ce trouble d'attention pour éviter un trouble de l'estime de soi et de la confiance en soi qui est dévastatrice. L'enfant qui a un trouble de l'attention, il va engranger un trouble de l'attention et de l'estime de soi qui va encore l'aggraver au niveau de ses capacités. Donc ce qu'il faut, c'est faire un diagnostic. Alors il y a 3 masters de psychologie. Il y a psychopathologie, donc la thérapie, il y a psychologie sociale pour les entreprises et psychologie cognitive, qui sont les gens formés pour tester, évaluer et après expliquer aux parents ce qu'il en est, avec parfois des neuropédiatres ou des pédopsychiatres qui peuvent comme s'articuler les choses. Mais on risque rien d'aller consulter dans un CMP. Toute la France a la chance d'être équipée au niveau du territoire par des CMP sur tout le territoire. C'est un des seuls pays au monde qui dispose de ça pour une évaluation. Lorsqu'on entend un trouble de l'attention, il faut savoir ce qu'il y a dessous. Est-ce un étourdi, intelligent, on s'en fiche, on va le surveiller. Est-ce un trouble plus grave qui va entraîner chez lui un trouble de l'attention et de l'estime de soi? Auquel cas, il faut proposer un traitement qui peut être, comme je vous dis, psychomotricité, sophrologie, psychothérapie, psychopédagogie, voire médicaments. Mais ça dépend des cas. Le souci, c'est que visiblement dans les CMPP ou dans les CMP, ils ne connaissent pas encore le trouble. Ah, si. Certains ne veulent pas en entendre parler. Non, écoutez-moi. Tous les CMP de France connaissent l'hyperactivité. Avec le test de Conners, etc. Non, tout le monde connaît ça. Par contre, parfois, il y a d'autres diagnostics. La maman ou le grand-parent peut arriver avec trouble de l'attention, alors qu'il s'agit par exemple d'un trouble de la personnalité, et donc on ne va pas rentrer dans un trouble de l'attention alors qu'il s'agit d'un autre trouble.
Mais tous mes collègues connaissent ça parfaitement et c'est impossible qu'un CMPP ou un CMP ne connaisse pas ça. C'est comme si vous disiez à un cardiologue qui ne connaît pas Roufou Clactata, c'est-à-dire le rétrécissement mitral. Ils savent tous le rétrécissement mitral, les cardiologues. Non, ça, je défends les CMP, les CMPP, qui est un dispositif de grande qualité, gratuit, à apporter. Il n'y a qu'un défaut, c'est la durée de temps de consultation, quoi. C'est ça qui est terrible. Et il faut vraiment, parmi les réformes à faire, ça c'est plutôt sur le plan de la santé, c'est de dire que 5 à 15% des moyens affectés à ces dispositifs soient destinés à l'urgence, aux vraies urgences. Hein. Mais comme dans les centres de ressources autisme, lorsqu'il faut par exemple un an d'attente, c'est impossible d'avoir un gosse de 3 ans où il y a une suspicion et d'attendre aussi longtemps. Donc il faut sans doute plus de moyens et surtout plus d'organisation. Je vous donne un exemple. Quand j'étais en poste à Paris, j'avais tout ce que je voulais. Bon, mais par exemple, les psychologues qui me faisaient l'honneur de travailler avec moi, je disais aux psychologues qu'elles font des consultations en première intention, comme les psychiatres. Elles étaient en première intention. Mais je disais, attention à ne pas faire des thérapies, parce que si vous faites des thérapies, tous les 6 mois, je perds un poste de psychologue. Elle suivait 20 gosses et c'est fini. J'ai une psychologue en moins. Donc il faut faire attention. Dans les CMP, dans les CMPP, il y a des suivis, certes, mais il y a aussi des évaluations. Et il faut faire la part, ceux qui dirigent les établissements, entre l'évaluation nécessaire que demande le public et les thérapies qui peuvent se faire aussi en libéral, ailleurs ou dans d'autres structures. C'est une question d'organisation. Si tu fais que des thérapies, tu as un service qui tourne, mais qui ne sert plus au public, quoi. Il faut aussi des évaluations. Et l'autre jour, si vous voulez, pour vous dire, pour une critique aussi des CMP, il y a une critique à faire, j'envoie à un collègue une gosse dépressive dont je m'inquiète de son moral et d'un risque suicidaire. Il me dit, j'ai une place dans 10 mois. Je lui dis, fais-toi soigner. Je te dis qu'elle est suicidaire. Tu la vois dans les 15 jours. Et c'est ça la question. Si j'ai un trouble, si j'ai une douleur précordiale, et que le cardiologue me dit, j'ai une place dans 6 mois, je porte plainte. Donc je veux dire qu'il faut que les structures de soins et d'évaluation tiennent aussi compte d'abord de l'anxiété des parents, de la difficulté lorsqu'un enseignant, les parents demandent, il faut répondre. Il faut répondre dans un temps raisonnable, en répartissant les tâches, quoi, en faisant attention. Vous savez, l'histoire où j'ai été formé dans le 13e arrondissement de Paris, créé par Diatkine, Lebovici, Collège Chilin, etc. C'était génial, c'est des thérapies de la psychanalyse aux enfants qui partaient dans le 13e, qui allaient rencontrer leur thérapeute, etc. C'était génial, mais en même temps, ça créait des cabinets de thérapie et moins d'évaluation, quoi. Donc parfois, les modèles les plus exemplaires possibles, ceux qui nous ont aidés à comprendre, sont aussi défaillants sur le plan organisationnel, institutionnel et structurel, quoi. Donc il faut faire attention à ça. Et je crois que, par exemple, aussi dans les hôpitaux de jour, il faut aussi une part d'hôpitaux de jour des phobies scolaires, où ils puissent aller avoir de l'enseignement, du soutien, en évitant la phobie sociale, tout en ayant l'enseignement au CNED, mais aussi en ayant aussi une possibilité d'accueil et pas une hétérogénéité de structures, par exemple des psychotiques, des autistes, etc., et des phobies scolaires. Tu as une phobie scolaire, tu as peur, tu ne vas pas te mélanger avec des gosses qui vont te faire peur. Il faut aussi des gosses qui te ressemblent, avec lesquels tu peux faire un groupe de parole et sur lesquels tu peux avancer vers une rescolarisation ou en tout cas un non-redoublement pour continuer ton parcours cognitif. Mais vous voyez, on parle de l'organisation des soins et c'est passionnant, mais c'est intéressant. Allez, dernière question. Ah bon, une dernière. Alors écoutez, on va pas... Bon, mais écoutez, pas de dernière question. Merci de votre attention. Merci de votre générosité, en tout cas. Merci beaucoup. Merci Monsieur Ruffo, c'est pas fini, on vous retrouve dans le hall pour la dédicace. Merci à vous tous.